France-Italie, Allemagne-Pays-Bas, Argentine-Brésil. Trois grandes rivalités du football international qui ont un point commun. Elles opposent deux nations d'un même continent. Il existe également des rivalités intercontinentales fondées sur des confrontations sportives, comme Italie-Brésil par exemple. Mais la rivalité dont nous allons traiter aujourd'hui est atypique. C'est une rivalité intercontinentale qui vit surtout grâce à des faits extrasportifs. C'est la rivalité Angleterre-Argentine. Pour retracer les origines de cette rivalité, il faut revenir aux années 1800. Durant tout le 19e siècle, nous sommes dans une période dite de migration de masse. Ici, particulièrement du continent européen vers les Amériques et l'Australie. Bien que l'Angleterre ne soit pas le pays le plus touché par cet exode, il y a quand même des travailleurs anglais qui partent vers le Nouveau Monde, en particulier l'Argentine et Buenos Aires. À la fin du 19e siècle, environ 10 000 travailleurs anglais sont installés à Buenos Aires. Le football, déjà bien développé au Royaume-Uni, s'exporte ainsi naturellement en Argentine par le biais de ces migrants. On peut considérer cet homme comme le père du football en Argentine. L'Écossais Alexander Watson Hutton, qui a commencé à enseigner le football dans la St Andrews Scott School, puis à la Buenos Aires English High School. Il est également le fondateur de la première association argentine de football en 1891. Les premiers tournois organisés néanmoins ne comptaient que des équipes composées de travailleurs ou étudiants anglais. Les locaux n'étaient évidemment pas autorisés à jouer. C'est un peu à ce moment-là qu'un semblant de rivalité commence à s'instaurer entre les deux communautés. À ce sujet, l'ex-international argentin Roberto Perfumo déclare au Guardian: quand les Anglais ont amené ce sport en Argentine, les locaux ne pouvaient pas jouer avec eux. Ils avaient ce sentiment de supériorité typiquement anglais. Mais au fur et à mesure, les Argentins ont commencé à prendre de plus en plus de place dans les ligues locales, jusqu'à prendre le dessus sur les immigrés, toutefois sans effacer la trace du football anglais dans celui argentin, une trace toujours présente à l'heure actuelle. Par exemple, les termes corner, centre forward ou wing sont utilisés, contrairement aux autres pays hispanophones, et des clubs comme River Plate, Racing Club, New Old Boys portent les noms à consonance anglophone. Après une longue période avec quelques confrontations sans véritable tension, c'est en 1966 que la rivalité prend un côté plus féroce. 1966, c'est aussi l'année où l'Angleterre organise la Coupe du Monde. Les locaux sont placés dans le groupe A, tandis que l'Argentine est placée dans le groupe B. Les Anglais remportent leur poule plutôt aisément, tandis que les Argentins font face à une Allemagne de l'Ouest beaucoup trop forte. Ils doivent se contenter d'une deuxième place, ce qui fait que les deux équipes vont s'affronter en quart de finale à Wembley. Les Argentins adoptent le match de manière très agressive et commettent un grand nombre de fautes. Le capitaine Antonio Rattin reçoit son second avertissement dès la 35e minute et se voit ainsi exclu. N'étant pas satisfait par la décision de l'arbitre, il refusera de sortir du terrain pendant plus de 10 minutes, devant être escorté par la police par la suite. Pendant qu'il sort du terrain, il va même froisser un drapeau d'un poteau de corner qui raffigurait l'Union Jack dessus. Les Anglais marqueront le but de la victoire à la 78e minute par Geoff Hurst, un but qui sera présumé hors-jeu par les Argentins et permettra aux Anglais de s'envoler en demi-finale. L'après-match ne va pas apaiser les tensions du tout. L'entraîneur de l'équipe anglaise Alf Ramsey déconseille à ses joueurs d'échanger des maillots avec les Argentins, tout en les qualifiant d'animaux devant la presse. Du côté argentin, ce match serait qualifié comme le vol du siècle, El Rabo del Siglo, et la presse va sous-entendre une alliance entre Européens pour éliminer les Argentins, l'arbitre du match étant allemand. Après ces premières étincelles sur le plan sportif, un événement qui dépasse la sphère footballistique va faire prendre une toute autre dimension à cette rivalité. Les deux pays vont en effet se retrouver impliqués dans un conflit géopolitique les opposant. Le conflit concerne ce territoire. Les îles Falkland, ou Malouines, ça dépend du point de vue, sont un archipel de 3400 habitants situé à environ 500 km à l'est des côtes argentines. Ces îles sont colonisées depuis la deuxième partie du XVIIIe siècle et sont un lieu de dispute entre France, Angleterre et Espagne, puis Argentine, jusqu'en 1833, lorsque les Britanniques se déclarent souverains sur le territoire. L'Argentine avait tenté de s'emparer du territoire en 1820, sans succès. Depuis, ils n'ont jamais caché leur volonté de souveraineté sur l'archipel. En 1976, un coup d'État a lieu en Argentine, permettant la mise en place d'une dictature militaire. Néanmoins, le processus de reconstruction nationale qui va aboutir suite à la mise en place du régime peine à se faire sentir, et l'Argentine se plonge dans une profonde crise économique, provoquant des préoccupations légitimes de la part du peuple. En 1980, c'est le général Leopoldo Galtieri qui est au pouvoir. Il adopte la stratégie suivante. Pour détourner l'attention du peuple, préoccupé par la crise économique et par les pratiques du régime, il décide de mettre à l'ordre du jour la situation des Malouines, avec comme objectif de gagner en popularité en cas de victoire dans une guerre. Après des années de négociations sans succès, une guerre devient inévitable. Les Argentins lancent une première offensive le 2 avril 1982 et occupent facilement l'archipel.
Le plan de Galtieri se déroule à la perfection, puisque cet événement génère un engouement non négligeable à Buenos Aires. Mais Margaret Thatcher, alors Premier ministre du Royaume-Uni, met en place une zone d'exclusion totale autour de l'archipel et envoie une centaine de navires de guerre dans la zone. Après plus d'un mois de guerre entre avions et navires, avec les Argentins toujours fermement en contrôle des îles, les Britanniques réalisent un débarquement le 21 mai, prennent le point stratégique de Goose Green le 27, puis avancent jusqu'à la capitale Port Stanley, qu'ils prendront le 14 juin, remportant ainsi la guerre. En conséquence de la défaite, la dictature en place en Argentine va être sévèrement critiquée pour ses décisions lors du conflit, menant ainsi à sa chute et amorçant une transition lente vers la démocratie avec les élections de 1983. A l'inverse, Margaret Thatcher gagnera fortement en popularité au Royaume-Uni. Vous pouvez bien comprendre que la rivalité entre les deux nations était à son apogée lors de la Coupe du Monde suivante en 1986. Les deux États n'avaient même pas repris leurs relations diplomatiques depuis le conflit, et les Argentins voyaient une potentielle confrontation comme une revanche de la guerre perdue 4 ans auparavant. De son côté, l'Argentine remportera sa poule composée de l'Italie, tenant du titre, de la Bulgarie et de la Corée du Sud, tandis que l'Angleterre s'en sort au dernier match de poule après une victoire 3-0 contre la Pologne. En huitième de finale, les Argentins éliminent leurs rivaux uruguayens péniblement, tandis que l'Angleterre se défait facilement du Paraguay. Les deux équipes se retrouvent ainsi en quart de finale. Le décor a été mis en place pour un match bouillant, et les attentes ne vont pas décevoir. Aux abords du stade et dans les tribunes, la tension monte, les affrontements ont lieu entre les groupes de supporters. En conséquence, des dizaines de supporters anglais sont blessés par les Barras Bravas argentins, et des drapeaux sont volés. De quoi allumer la poudre en vue du match. Après une première mi-temps équilibrée avec des occasions de chaque côté, c'est en seconde mi-temps que le match va assumer son statut de match légendaire. À la 51e, Maradona repique dans l'axe et fait une passe à Jorge Valdano, mais le ballon rebondit sur Steve Hodge, qui en essayant de dégager le ballon, le remet parfaitement dans l'axe dans la course de Maradona. Le gardien anglais Shilton sort, mais Maradona réalise un geste qui rentrera dans l'histoire du football. Il touche le ballon de la main, le poussant ainsi au fond des filets. Tout le monde a vu, sauf l'arbitre, qui valide le but sous les protestations des Anglais. En après-match, le génie argentin déclare que le but a été marqué un peu de la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. C'est ainsi que la légende de la main de Dieu naît. Dans un contexte de rivalité intense, ce but tombe à pic. Dans le Guardian, César Luis Menotti dit « Les gens disaient « Magnifique, mieux, beaucoup mieux que le but ait été marqué de manière injuste, car il a fait souffrir les Anglais encore plus. » Celle de la 51e minute ne sera pas la seule action légendaire du match. 4 minutes plus tard, Maradona récupère le ballon dans sa moitié de terrain, dribblant 4 joueurs anglais, en plus du gardien, et en marquant celui qui sera ensuite qualifié comme le but du siècle. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol. Malgré un but de Lineker à la 86e pour réduire l'écart à 2-1, l'Argentine remporte un match parmi les plus iconiques de l'histoire de la Coupe du Monde, qui aura grandement contribué à la création du mythe de Maradona. La victoire a été vue comme une revanche pour les Argentins, par rapport à la défaite de la guerre 4 ans plus tôt, mais aussi par rapport à l'injustice subie 20 ans auparavant à Wembley. Maradona déclare lui-même « Nous avons dit qu'il ne fallait pas mélanger football et politique, mais c'est un mensonge. J'ai fait main basse sur le ballon pour me venger des Anglais qui avaient fait main basse sur les Malouines. » Près de 12 ans plus tard, les deux équipes se rencontrent enfin en match officiel à Saint-Étienne en France, en huitième de finale de la Coupe du Monde 1998. La tension entre les pays est retombée depuis, mais la rivalité sportive, elle, est loin d'être éteinte. Le match démarre très vite avec 2 pénaltys marqués dans les 10 premières minutes, un de chaque côté. Dès la 16e minute, Michael Owen, tout juste majeur, marque l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, d'un magnifique enchaînement. L'Argentine égalise à 2-2 juste avant la mi-temps. C'est au retour des vestiaires que les esprits vont se chauffer. Les Argentins sont de plus en plus agressifs, notamment Diego Simeone, qui tacle à répétition David Beckham. L'Anglais va perdre ses nerfs et faire un croche-patte volontaire au rugueux argentin, provoquant ainsi son expulsion et laissant ses coéquipiers à 10 pour le restant de la rencontre. Durant de longues minutes, l'Angleterre fera preuve d'une grande résistance, mais finalement s'incliner au pénalty et va laisser filer l'Argentine en quart de finale. Beckham sera pointé du doigt par la presse britannique, le responsabilisant par rapport à la défaite, notamment le Daily Mirror qui va titrer « Digne héroïque, un gamin stupide ». Néanmoins, le Spice Boy aura sa revanche 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2002, lorsqu'il marquera le seul but de la rencontre qui causera l'élimination de l'Argentine de la compétition. La rivalité Angleterre-Argentine est vraiment aussi fascinante qu'atypique. Elle possède tous les ingrédients d'une rivalité classique, malgré que ses circonstances soient inhabituelles. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de détente.
Les relations diplomatiques entre les pays ont repris, même si en ce qui concerne les Malouines, les Argentins revendiquent toujours le territoire. Néanmoins, la tâche s'annonce plus compliquée, car à la suite d'un référendum effectué sur les îles en 2013, 99,8% de la population a voté pour rester sous souveraineté britannique. Et voilà, c'est tout pour cette 3e vidéo de Global Football. Alors comme vous l'aurez remarqué, j'ai changé ma manière de monter. Pour moi, c'est beaucoup mieux comme ça, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Concernant la prochaine vidéo, elle devrait sortir dans environ 2-3 semaines. Et c'est à peu près tout. Merci à tous, à la prochaine. He would always win the fight, bang bang, he shot me down, bang bang.